La posture première, qu'on a qualifiée ainsi parce que pour se lancer dans la tâche, il faut bien commencer. Et elle se caractérise par le fait que on donne une consigne et on a des élèves qui immédiatement se mettent à écrire ou immédiatement, sans avoir vraiment compris quoi y retourner, se lancent dans l'action. Ils ont besoin du faire, ils veulent avancer, ils veulent faire tous les exercices. Mais en même temps, cette posture première est tout à fait nécessaire parce qu'on a au contraire certains qui vont attendre, et pour ne pas se jeter dans l'action. La posture ludique créative, c'est une posture tout à fait naturelle qui fait que lorsqu'on vous donne une consigne, vous avez fâcheusement envie de la détourner ou de faire autre chose ou de la transformer. Il faut bien admettre que dans la forme scolaire habituelle, ces postures ludiques et créatives sont assez peu validées et valorisées. Pour autant, c'est pourtant ainsi que la réflexion et l'inventivité se développent. Voilà. Évidemment, la posture attendue, c'est la posture réflexive, c'est-à-dire l'élève qui fait la tâche, sait pourquoi il l'a faite, comment il l'a faite, quels sont les obstacles qu'il a rencontrés, il est capable de la verbaliser. C'est pour ça qu'elle a été appelée par l'équipe de Bordeaux plutôt une posture de secondarisation, seconde, c'est-à-dire que la question n'est pas seulement le faire est une chose, mais c'est surtout la réflexion sur le faire qui va apporter de la construction probablement de savoir, de posture. Une autre posture que nous avons identifiée, c'est la posture de refus, tout à fait sérieuse. Moi j'ai l'habitude de dire que par les temps qui courent, la posture de refus est parfois nécessaire, donc avoir laissé à l'élève le droit de dire j'ai pas envie de faire ça me semble un droit tout à fait valide. Bien évidemment, après il faut comprendre pourquoi cet élève n'a pas répondu à la question ou au texte, quelles étaient les raisons pour lesquelles. Mais la posture de refus me paraît importante. Souvent elle traduit des problèmes sensibles auxquels il faut prêter attention. Alors, encore une fois, le plus important de tout ça peut-être, moi les travaux que j'avais menés sur les postures de lecture et d'écriture montraient, et c'est peut-être les travaux que j'ai faits qui me semblent les plus importants, c'est que les élèves en difficulté, qui sont souvent aussi en difficulté sociale et de milieu, on connaît l'histoire, hein, mais pas seulement, sont des élèves qui se caractérisent par le fait qu'ils ne circulent que dans 2 ou 3 postures. Alors inutile de vous dire qu'un élève en difficulté, il est plutôt en posture scolaire, il est consciencieux, et il est plutôt en posture première. Et il peut être aussi en posture de refus. Alors qu'un élève en réussite, c'est un élève qui a, au cours d'une même tâche, il va circuler sur l'ensemble des postures. Ça veut dire qu'il change de braquet. C'est difficile, hop, il va trouver une autre manière d'aborder la question. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'à l'issue de toutes les années de scolarité, moi j'avais fait des travaux avec des élèves de 3e, tous ces élèves avaient eu la même scolarité, dans les mêmes collèges, qu'ils soient de milieux favorisés ou de milieux défavorisés, mais en quelque sorte, en 3e, à l'issue de toutes ces années de scolarité, les élèves de milieux défavorisés, pas tous évidemment, mais quand même presque 70% d'entre eux dans les études que j'avais faites, étaient dans un petit lot de postures, alors que les élèves de milieux favorisés, eux, circulaient à 70% sur 4 ou 5 postures. Autrement dit, c'est peut-être bien l'école qui ne fait pas son travail pour amener les élèves à changer de posture. Si les autres de milieux favorisés, où on parle bien, où on circule, où on va dans des contextes socio-culturels différents, ont appris naturellement à aborder les tâches de manière différente parce qu'ils sont trempés, ils bougent, etc. Donc ils ont construit des postures cognitives et langagères multiples et diverses. Les autres à l'école ne les ont pas construites. Et toute la scolarité les a au contraire peut-être enfermés dans des postures scolaires. Tu vas à la ligne après 3 carreaux, tu répètes la consigne du maître, ça doit faire 3 lignes, etc. Ils ont été formatés, peut-être empêchés de penser aussi. Il n'y a pas eu d'espace suffisant.
D'où après le questionnement de se dire, et les travaux en sont là actuellement, ils ne sont pas finis, de se dire est-ce que, où est l'effet maître, où est l'effet élève? Alors, ce que nous avons observé de manière, on va jamais dire de manière certaine, parce qu'en sciences humaines on ne peut pas dire les choses de manière certaine, mais ce que nous avons observé, c'est lorsque les enseignants sont massivement en posture de contrôle, évalue, contrôle, cadre, faut cadrer, on est en Z, faut cadrer, on contrôle, etc., etc., on a massivement des élèves en posture première, en posture scolaire. Ça ne réfléchit pas, ça ne pense pas. Et quelquefois ça refuse. Excusez le ça, mais le ça, il veut dire cette douleur de voir ces élèves-là qui sont dans un état d'empêchement de penser, du fait même de la bonne volonté des enseignants, de les faire travailler, de les accompagner, de les aider. Alors que lorsque on voit les mêmes enseignants dans des établissements difficiles se mettre en posture de lâcher prise, se mettre en posture d'accompagnement dans des dispositifs d'atelier ou autres, mais lâche prise, accompagne, laisse un espace de pensée aux élèves, eh bien on voit s'installer la posture réflexive aussi, et on voit s'installer la posture créative, et on n'a plus de posture de refus. Donc quelque part, le jeu, là où nos travaux sont, c'est le jeu des postures, la dynamique des postures de l'enseignant et la dynamique des postures des élèves. C'est une dynamique partagée, et ça n'est pas que de la responsabilité de l'enseignant, ni ça n'est pas que de la responsabilité des élèves. C'est une dynamique qui est mouvante, y compris à l'intérieur d'un même cours, on sent que cette dynamique évolue.